USB, saison 5, épisode 8. Bienvenue à tous pour balayer ensemble l'actualité des clubs ligériens de football, la Ligue 1, la Ligue 2, le National, et principalement avec le week-end à venir, la Coupe de France, d'où mon invité, Jérémy Allard. Bienvenue Jérémy. Bonjour David. Voilà, responsable technique et entraîneur du club d'Orvaux, club de la métropole nantaise. Alors c'est une belle émulation que de jouer ce football finalement en Loire-Atlantique, qui, rappelons-le, est le plus gros district, l'un des plus gros districts de France, 56 500 licenciés, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts. Oui, on a... Ça veut dire que c'est un bon niveau? Oui, on a un district qui est toujours bien représenté sur toutes les compétitions. À chaque fois qu'on arrive dans ces compétitions nationales, on a souvent eu des clubs du 44 qui ont bien figuré, ou de la Ligue. Donc voilà, mais on est bien dans le 44. Ça témoigne d'un bon niveau. On va faire connaissance rapidement, ne serait-ce qu'avec les éléments un peu biographiques de ton arrivée déjà. Nous sommes en 1984. 38 ans. Et tu débutes à Grand-Champ-des-Fontaines. C'est quoi? C'est le club du bout de la rue? C'est parce que papa y joue? Non, c'est le club où j'habitais étant petit, jusqu'à mes 19 ans. Donc, et mon papa étaient entraîneurs aussi là-bas, des petits et des grands. Donc voilà. Orvaux, c'est pour monter d'un cran. Quand tu arrives joueur à Orvaux, 2003, né en 84, ça fait 19 ans. Ouais, c'est ça. Envie de changer à ce moment-là. Et puis un club de Grand-Champ qui stagnait un petit peu au niveau départemental. Et j'ai choisi de partir. Toi, ça marchait bien? Oui, je ne savais pas trop. C'était un test pour moi en tant que joueur d'aller voir à côté, parce que je ne voulais pas aller trop loin. Et puis d'un autre niveau, voilà, tout simplement, connaître autre chose. Sachant que tu as eu plusieurs caps finalement au sein de ce club d'Orvaux. Entraîneur des jeunes, entraîneur de l'équipe première, aujourd'hui responsable technique. Les choses sont à peu près claires. C'est ta fonction responsable technique. C'est toi qui donnes la ligne conductrice du jeu pratiqué et de la mentalité? Ouais, on essaye de structurer tout ça avec une responsabilité technique sur le pôle masculin aujourd'hui. Et puis d'accompagner les éducateurs, de fidéliser les joueurs, de proposer un nouveau projet de jeu aussi. On a besoin de renouveau là. Donc c'est moi qui ai cette mission-là avec différentes personnes au club. Eh bien, Jérémy, on va poursuivre cette conversation en parlant notamment de l'échéance à venir. Rubrique, s'il vous plaît. La bande des 4. 4 pour les 4 clubs ligériens, toujours en compétition pour ce 8e tour de Coupe de France, où Orvaux, ton équipe, sera confrontée à La Châtaigneraie. Je redonne un petit peu les rendez-vous de ce week-end à venir. La Châtaigneraie, ce sera samedi 14h30. Ce sera les Herbiers aussi, les Herbiers qui recevront Guingamp, un match contre une équipe de Ligue 2, c'est également samedi, tandis que Bellevue va recevoir Lannion, un cran au-dessus. Mais il y a quelque chose à jouer, parce que Lannion, ils ne sont pas en grande forme. Déçu de rencontrer une Régionale 1 quand on espère finalement peut-être tomber comme Ligue 2, avoir un beau feu d'artifice final, parce que Régionale 1, ça veut dire qu'on peut se qualifier, mais ça veut dire qu'on peut être sorti par une équipe de son niveau. Exactement. Après, nous, on a eu la chance sur le 7e tour d'accueillir Laval, donc c'était déjà notre objectif d'aller chercher un gros. Après, le fait qu'il y ait eu un pré-tirage du 7e et 8e tour, on savait qu'on allait rencontrer le vainqueur de la Châtaigneraie contre Séné. Donc voilà, non, pas déçu, parce qu'on ne peut pas être déçu des tirages aujourd'hui. Et puis nous, on a déjà eu notre moment, entre guillemets, de cette Coupe de France avec le match contre Laval. Donc, moment à voir en image. On va voir en image. Alors, on n'a pas les arrêts qui permettent finalement, lors de cette tirance de tir au but, de qualifier Orvaux, mais on a le pénalty vainqueur. C'était un joueur sur lequel tu comptais en 6e tireur, évidemment. Non, pas évidemment, mais voilà, c'est tout un symbole, parce que Paul Jacob est avec moi depuis débutant, donc depuis ses 6 ans, et c'était vraiment plaisant de le voir nous qualifier, et marquer ce tir au but et puis nous qualifier. C'était symbolique, mais très important pour moi et pour lui, je pense. Est-ce qu'il y a un outsider dans la confrontation qui attend Orvaux avec la Châtaigneraie? Parce que vous sortez une équipe de Ligue 2, on se dit quand même ça doit être costaud. Et en même temps, la Châtaigneraie, c'est une équipe qui, elle, descend de National 3, qui a aussi une certaine expérience. Le challenger, qui est le challenger? Orvaux ou la Châtaigneraie? Honnêtement, c'est pas une position dans laquelle on se pose pas cette question-là. Non, et puis on a peut-être cet avantage de recevoir, voilà. Et puis
Après, nous, on ronronne un petit peu en championnat, où on a fait plus de matchs en Coupe de France qu'en championnat. Donc, cette Coupe de France nous tient à cœur aujourd'hui et nous tient tout court. Donc, voilà, on a cet avantage de recevoir, à nous de ne pas passer à côté de ça et de peut-être cet inconvénient pour notre adversaire. Eh ben, adversaire, on va lui laisser dire un petit mot quand même, il n'est pas invité. Charles Devineau, c'est l'obstacle avant donc, le prochain tour. Charles Devineau, qui est un ancien joueur du FC Nantes, 39 matchs en D1 quand même, devenu coach de La Roche, Cholet, Nantes, les U19, les féminines de Lyon. Et là, il a un petit mot à nous dire. C'est vrai que le double projet championnat et Coupe de France pour l'instant nous sourit, puisque en championnat on est à 3 victoires, un match nul et une défaite. Et pour ce qui est de la Coupe de France, le parcours est plutôt intéressant, puisqu'on va jouer samedi un 64e de finale contre Orvault. Orvault qui a éliminé le Stade Lavallois au tour précédent, donc on s'attend évidemment à un match âpre, dur et compliqué pour nous. Maintenant, il y aura du monde au stade. Et puis on va jouer notre chance à fond parce que c'est déjà historique pour le club d'être au 8e tour. Mais on espère passer l'hiver au chaud comme on dit et puis s'offrir un joli 32e sur le début janvier. Maintenant je pense que Jérémy, le coach d'Orvault, sera pas de mon avis. Donc à nous de bien bosser sur cette fin de semaine, bien préparer ce match et puis encore jouer notre carte à fond samedi prochain. Jérémy, je te souhaite une bonne émission et puis on se donne rendez-vous samedi. Qu'est-ce que tu auras à lui dire? Parce que tu as été un peu... tu étais dans les tribunes quand lui était joueur? Oui. À Nantes, j'entends. Je l'ai vu jouer à la Beaujoire. Ouais. Moi, j'étais en tant que supporter à ce moment-là. Non, moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer d'anciens Canaries, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Donc voilà, ça va être un plaisir de le voir samedi. Est-ce que tu sais déjà quel dispositif tu vas mettre en place? Il y a des choses qui sont... Je ne te demande pas d'abattre les cartes, évidemment, parce que évidemment, tu ne l'aurais pas dit. Mais est-ce que déjà tu sais un petit peu où tu vas par rapport à la Châtaigneraie? Qu'est-ce que tu sais de la Châtaigneraie? Je sais que c'est une équipe qui... J'ai eu la chance de les voir aussi évoluer. C'est une équipe qui descend de National 3, donc une descente, ça met toujours du temps à digérer. Maintenant, avec l'arrivée de Charles, je pense qu'il y a des nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés avec lui et il y a un nouveau projet. Donc voilà, je sais que c'est une équipe qui aime jouer vers l'avant surtout, avec je pense les principes que donne Charles aussi. Mais non, il faudra s'en méfier. Et vous ne serez pas 8 derrière quand même? Non, ça sera différent que contre Laval où on est sur un niveau équivalent en R1. Donc voilà, alors ça ne sera pas un match de championnat, mais il faudra jouer de façon intelligente. Bon courage. Bon, on va parler du quatrième ligérien. Il y a aussi les herbiers. Pour cela, il va me falloir faire un petit peu de gymnastique, un petit peu de son aussi, puisqu'il est temps de lancer un édito qui ressemble à un grand reportage, puisque nous avons envoyé sur le terrain un envoyé donc est forcément un petit peu spécial, Richard Coffin, depuis Bellevue. Oui, à Bellevue, en compagnie de Lutfi Zebidi, entraîneur, joueur, qui a connu des grands moments en Coupe de France. Là, ça va être un grand moment contre Lannion, parce qu'en plus, c'est une première d'être là pour Bellevue au 8e tour de Coupe de France. Oui, c'est clair que c'est une première pour nous. Voilà. Notre record était le 7e tour. On avait échoué par 3 fois par le passé. Aujourd'hui, on a réussi à passer ce levier. C'est une grande fierté d'être rentré dans l'histoire. Et donc pour nous, ça va être un grand match. Bon, Lutfi, dites-moi, vous avez joué avec Carquefou, c'était en 2008, c'était à la Beaujoire. En tant qu'entraîneur-joueur, qu'est-ce qu'on dit aux gars? On leur dit c'est un moment exceptionnel, la Coupe de France? Oui, c'est moi pour avoir connu une sacrée histoire en Coupe de France, c'est vrai que c'est ce que je dis aux joueurs, je m'aide de mon expérience pour que eux puissent aussi vivre des moments extraordinaires, parce qu'il n'y a que cette compétition qui peut le permettre pour les joueurs amateurs. Voilà, la Coupe de France se joue pour moi dans les têtes, dans l'état d'esprit, voilà, et surtout dans l'envie. Je pense que l'équipe qui aura le plus envie passera ce week-end. Ils sont comment vos joueurs? Au tour précédent, vous avez battu Basse-Goulen, l'équipe qui est entraînée par Olivier Quin. Voilà, où est-ce que ça va jouer Lannion? C'est N3, c'est jouable, R1, N3?
Ça reste jouable. Je pense qu'on a nos chances sur ce match-là, même si pour moi Lannion reste favori hiérarchiquement. Donc voilà, maintenant à nous de faire ce qu'il faut pour que l'écart ne se voit pas du tout dès dimanche. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Au tour précédent, Lannion avait sorti un club du 44, Châteaubriand. On espère que cette fois-ci, ce sera à l'inverse, que ce sera un club du 44, en l'occurrence Bellevue, qui sortira un club breton. Je dis ça, je suis pas trop chauvin, mais un peu quand même. Si peu. Ça peut passer pour Bellevue, parce que Lannion n'est pas très bien en National 3. C'est une équipe, tu ne joues pas contre eux puisqu'ils sont dans une autre poule. Toutefois, Bellevue, c'est toujours fort. Bellevue, c'est toujours fort. Il y a de grosses individualités. C'est toujours particulier quand on joue là-bas. Il faut être vraiment costaud. Maintenant, voilà, je sais ce que fait Lutfi. Là, il sortira de suspension. Donc, je pense que lui, il aura envie de jouer et il jouera sa carte aussi. Ouais. Donc voilà. Mais non, Bellevue, ça a toujours été une terre de foot. Ça joue au ballon. Maintenant, voilà, à Lannion d'être costaud. Mais je pense que voilà, Lutfi a bien prévu ses plans pour aller au 9e tour et se qualifier. Voilà, avec un match qui se joue à Bellevue. Rubrique suivante, on va parler de ton club. Les pieds sur terre parce que tu as les pieds dedans en tant que responsable technique. C'est à toi d'orchestrer, de gérer, de faire en sorte que tout fonctionne. Je vais donner quelques éléments chiffrés. Il y a près de 500 licenciés, c'est ça, avec une centaine de féminines. C'est ça. Et pour encadrer tout ce monde-là, j'ai recensé les contrats en prenant évidemment quelques renseignements. 2 salariés, un alternant, un contrat d'apprentissage, 2 services civiques. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, avec les bénévoles en plus derrière tout ça. C'est ça. Trouver des salariés, c'est pas si simple que ça. Il faut multiplier un peu les astuces administratives, on va dire. Oui. Après, à 550 licenciés, on se doit d'avoir du monde. Et aujourd'hui, on peut pas ne compter que sur nos bénévoles. Oui. Donc voilà, et ça fait partie maintenant du foot actuel. On a la possibilité d'avoir des contrats en alternance, des contrats d'apprentissage, des services civiques et surtout des jeunes qui sont demandeurs. Donc faut pas s'en priver quand on peut. Et au club, on essaie de tout mettre en œuvre pour investir sur des hommes, sur des femmes aussi, puisqu'on a des féminines qui sont aussi éducatrices au club. Donc voilà, c'est vraiment... je pense que c'est notre point fort pour cette saison, c'est d'être nombreux pour pouvoir encadrer nos joueurs. Et quelle ligne, toi, tu donnes, sachant que dans la mesure où le football, avec 550 licenciés, il y a du lien social, c'est pas un temps exclusivement de football. Est-ce que ça fait partie de ta ligne? Est-ce qu'elle est définissable, cette ligne? Avec quel mot, finalement? Ouais, on essaye d'entretenir surtout le sentiment d'appartenance au club qui s'est perdu à un moment, vraiment d'actionner sur les valeurs du club, plaisir, compétition, oui, mais pas que. Et puis fidélité au club, peu importe le niveau où on joue, et d'avoir envie de porter ce maillot, tout simplement. Donc voilà, on essaye surtout de fidéliser les éducateurs qui deviennent de plus en plus durs. Mais voilà, on y arrive en les intéressant, en étant aussi, nous, intéressés par eux, et en les accompagnant aussi, parce que il faut les suivre, il faut les accompagner, les guider. Et c'est ça, aujourd'hui, vraiment ma principale mission, c'est d'être avec eux sur le terrain, et c'était un souhait de ma part aussi. Et sur la ligne que tu donnes, je prendrais par exemple l'exemple des remplaçants. Il y a plusieurs politiques, hein, quand on est dans le loisir, une certaine compétition dans l'autre. Comment on équilibre ça? C'est-à-dire qu'un jeune qui joue en régional, qui va faire le voyage avec son équipe le dimanche, s'il rentre à la 82e, il y a peut-être un moment où on va le perdre, si on veut qu'il porte encore les couleurs d'Orvaux la saison prochaine. Ouais, par exemple. Certainement. Après, il faut aussi que les joueurs acceptent. Je sais que moi, c'est mon cas avec les seniors. Avec les jeunes, c'est différent. On doit valoriser le jeu quand même et le temps de jeu. Il n'y a pas que le score qui compte. Donc voilà. Ça, c'est des éléments d'une ligne, en fait, qui finalement permettent de dire, voilà, là, on fait ça. De se dire qu'il n'y a pas que le score. Après, c'est sûr qu'on est tous compétiteurs, on veut tous gagner. On fait des choix. Après, il faut que tout soit raisonné et raisonnable, quoi. Je te propose de revenir sur l'une des expériences que tu as connu avec le club d'Orvaux et qui concerne finalement ce qu'on avait appelé l'opération football cartable. On va aller à Mousillon, le temps de quelques images, puisque nous y étions allés le temps d'un reportage en 2019. On avait donc Mousillon qui, avec ses équipes féminines, avait lancé cette expérience. Il y a un bus qui vient chercher à la sortie du collège, à la sortie du lycée. On est en zone rurale, donc c'était pas forcément facile pour des jeunes filles à 16h, 17h de tout de suite rallier le stade.
un temps pour les devoirs et puis un temps pour jouer au foot. Et l'intérêt, finalement, nous avait été expliqué par le responsable de la section féminine de l'époque, Christophe Barou, qu'on écoute. Appel contre appel, va chercher loin. Il n'y a pas de possibilité de transport en commun. Les collèges, les parents, on travaille sur 30 communes. Notre problème qu'on a eu, c'est garder nos jeunes filles. Et l'académie a permis ça, de pouvoir faire venir des jeunes filles qui n'auraient peut-être pas joué au foot autrement. Et puis de garder nos meilleures joueuses. Alors je précise que Mousillon, c'est en sommeil, le temps du Covid, parce que c'était souvent des bénévoles âgés, retraités, qui faisaient l'accompagnement dans des bus. C'est pas forcément le plus simple pour garantir des conditions sanitaires, notamment pour ces personnes un peu plus âgées. J'en profite aussi pour glisser qu'il y a une Coupe de France féminine. Et Mousillon va jouer contre La Roche, à La Roche, dimanche prochain. Les féminines d'Orvaux accueillent Limoges. Ce week-end également, ce sera dimanche. Pourquoi avoir arrêté finalement, puisque Orvaux a aussi fait cette opération? Parce que là, on est au cœur du lien social, mais ce n'est pas toujours si simple. C'est pas toujours si simple. J'ai été responsable de l'académie pendant 4 ans avec mon collègue Sébastien Arouette. Et il faut... nous, on avait surtout cette idée de faire jouer... Enfin, de surtout pas toucher la scolarité des enfants. Donc on avait mis à peu près le même principe en place, d'aller les chercher sur les collèges et d'avoir une aide aux devoirs surtout. L'idée c'était de plus s'entraîner, mais surtout que ça ne soit pas au détriment de l'école. C'est pas votre cœur de métier, mais pourtant on le fait parce qu'on se dit que finalement on peut réussir finalement à être une association qui s'occupe aussi des questions de société. C'est ça. Moi, je dis toujours qu'on est là pour en faire des bons hommes avant des bons joueurs de foot. Donc voilà, il faut absolument que ça tienne la route à l'école pour assurer un métier, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera au niveau du foot, même s'ils ont tous ce rêve-là. Aujourd'hui, on se doit d'assurer leur avenir. Donc c'est important. Ce suivi scolaire aujourd'hui est important. Alors on boucle la boucle, à la fois sur le côté Vite Club d'Orvaux et puis l'effet Coupe de France. Je te propose d'écouter ce que disait l'ex-entraîneur des Herbiers, ce qu'il nous avait confié après finalement ce magnifique parcours en 2018. C'est l'après. Qu'est-ce qu'on en fait? Le club, ce n'est pas que les joueurs, il y a aussi les jeunes, il y a nos supporters, il y a nos dirigeants, il y a nos bénévoles. Donc ces gens-là, ils ont vécu, eux, à la grande partie, ils sont restés, l'aventure Coupe de France. Et donc voilà, c'est justement cet environnement qui doit le transmettre à ces nouveaux joueurs. Ça nous a fait grandir, cette épopée, et elle doit nous servir. Voilà, un message plutôt de sagesse, on va dire. Et, je te souhaite évidemment de pouvoir vivre cette coupe le plus longuement possible. Tout de suite, maintenant, c'est l'heure de la chronique de la Ligue, parce qu'on marque des buts, peut-être en L1, en L1 et en Ligue 2, mais dans les divisions en dessous, c'est pas mal non plus. Ah, il est pas mal aussi ce but-là, il en fait du chemin avant d'arriver dans la lucarne. C'est le temps maintenant de parler un peu de l'élite. Ligue 1, Ligue 2, Nationale, marche ou trêve. Ça sera trêve en ce qui concerne la Ligue 1. On va quand même prendre un peu le pouls de ce qu'est le classement au terme des 15 journées de championnat, de ce championnat de Ligue 1. Pause salutaire pour Angers, 8 points seulement et à 5 points du dernier relégable, tandis que Nantes est 15e, à la peine avec son double projet. Coupe, championnat, pas de message personnel. Je ne parle que du FC Nantes à ce moment-là. Le FC Nantes, la référence, c'est l'héritage pour toi d'aller à la Beaujoire. C'était là aussi une histoire de transmission. Oui, c'est le FC Nantes reste toujours une vitrine pour nos joueurs, pour nous, et ça fait toujours plaisir d'aller à la Beaujoire. Donc avec la Coupe d'Europe cette saison, avec la Coupe de France la saison dernière, voilà. T'as encore le temps d'y aller à la Beaujoire? J'aimerais bien avoir le temps d'y aller. Après, je vais certainement y aller pour le prochain match de Coupe d'Europe, certainement.
Allez, un coup d'œil maintenant sur Laval, la Ligue 2 et je dirais tes amis lavallois. Quand on les a éliminés, finalement, les Lavallois deviennent des amis. En quelque sorte, c'est plus simple. Alors, Laval, c'est une provocation. Laval qui se retrouve 10e de ce championnat, qui est sur une série de 1 nul et 3 victoires. Laval va mieux. S'est débarrassé de la Coupe de France, ça devient peut-être un peu plus facile de ne gérer que ce calendrier de Ligue 2. Et on va voir que lors de la dernière rencontre, c'était contre Valenciennes, ils ont fini à 9, mais dès 30 minutes de jeu, c'est pas finir à 9, c'est jouer à 9. Et alors là, la scène à la fin de la rencontre, et je vous propose d'écouter un tout petit peu comment ça s'est passé, on avait l'impression qu'ils venaient de monter en Ligue 2. Bon, c'est quand même pas le Laval que tu as battu. Hein. C'était pas cette équipe-là. Je parle pas de l'ambiance, je parle d'une équipe qui joue à 9 et qui va battre Valenciennes 1-0. Ouais, mais ça, c'est... Pendant un match, les joueurs se transcendent, font plus. Et là, je pense que le fait d'être à 9, tout le monde a dû mettre le bleu de chauffe et puis peut-être faire plus que d'habitude. Tout simplement. C'est ce qui fait que le foot, le sport est magique. Finalement, c'est que c'est pas 2 fois les mêmes équipes, c'est les mêmes joueurs, mais tout peut changer. Championnat national. Maintenant, on enchaîne avec la belle remontée de Cholet, qui est désormais 6e. Le Mans, 11e, et cela, c'est après 12 journées de championnat. Pas de trêve pour eux, c'est marche. Marche puisqu'il n'y aura pas de match le week-end prochain. Le Mans et Cholet ayant été sortis de la Coupe de France. Le Mans qui va repartir avec un nouvel entraîneur, Réginald Ray, nommé officiellement mardi. Chris est donc exit Chris qui entraînait cette équipe Mancel. Et c'est le pompier de service. Hein. Il était arrivé finalement, Réginald Ray, pour suppléer, pour remplacer Désiré en 2020. Là, il remplace Chris. C'est facile, c'est toujours le coach en fait qui trinque. Enfin, malheureusement oui. Après, le fait de remettre de changer de coach, ça peut permettre de faire d'autres choix. Quelqu'un qui connaît le club, qui a été joueur. Ouais, c'est ça. S'il connaît la politique du club, il a certainement été pris pour ses idées aussi et ramener le club à flot. Donc voilà, après, à un changement, on ne peut pas savoir si ça va être tout bon ou tout mauvais. Donc j'espère pour eux que ça sera meilleur, en tout cas. Mais est-ce que c'est la faute de Chris ? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Après, apparemment, il a trouvé un autre club et il va rebondir. Il va rebondir à Versailles, qui est 2e. Qu'on prenne qui pourra. Allez, on va passer à l'élément suivant de cette USB pour une semaine en ballon. Et je vous offre ce petit coup de clarinette dissonante pour lancer un zapping à la sauce anglaise, car il ne vous a pas échappé que, notamment, Ronaldo a eu quelques mots avec Manchester dernièrement. Huge part of the exterior of the stadium has been stripped off today. United have said they're taking legal advice before responding to Ronaldo's comments and accusations about the club. Le style Comboiré, tu as adhéré? C'est pas forcément à lui qu'on aurait collé une image de technicien comme Reynald Denwex, comme Coco Suodo, mais il y a un spirit pour reprendre des termes anglais. Je pense qu'il a amené beaucoup de rigueur dans le jeu du FC Nantes, sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, même s'il n'a pas aujourd'hui les mêmes joueurs que la semaine dernière, mais tu as remarqué aussi, il n'y a pas les mêmes joueurs que la semaine dernière. Non, mais un Kolo Muani devant, ça manque, je pense. Voilà, mais il s'adapte et il fait du très bon travail, je trouve. Voilà, mais l'esprit Camboiré, c'est Kanak. Nous, on a joué contre la sélection calédonienne au mois de janvier dernier. Je peux vous dire que waouh, ça envoie quand même. Donc c'est au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la grinta un petit peu sur le terrain, et ça, je pense qu'Antoine Camboiré l'a beaucoup et le transmet à ses joueurs. Ouais, grinta toujours présente, hein, quand on lui pose une petite question qui fâche,
on sent finalement cette base, en fait. C'est quoi la question Bon, allez, bref, on va te poser une petite question pour finir l'émission. Allez. Le temps du quiz. Le temps du quiz. Toujours dans un esprit Coupe de France. Si tu as la réponse, tant mieux. Si tu n'as pas la réponse, tant mieux pour nous. Okay. Quel joueur a disputé 2 finales de Coupe de France? Alors, l'une avec un club de national à 25 ans et l'autre, sur la feuille du match du moins, avec un club de Ligue 1. Tout ça à 5 ans d'intervalle et je précise que c'est un club ligérien pour parler du deuxième club de Ligue 1. Ça te donne un point d'ancrage. Ouais. C'est un club ligérien qui a joué il n'y a pas longtemps la finale. Ça peut t'orienter. Alors, réponse A possible, Sébastien Corchia. Réponse B, Sébastien Flochon. Je te dirai qui c'est si tu ne vois plus trop. Et Pierrick Capel, réponse C. Pierrick Capel. Tu as le droit de te tromper. J'ai le droit de me tromper. Tu as dit donc Pierrick Capel. Bah oui. Alors, Sébastien Flochon, il a bien joué avec, les Herbiers cette finale, mais par contre, il n'a pas rejoint un club de Ligue 1. Sébastien Corchia, il est bien en Ligue 1. Il a bien gagné et joué la finale, mais il était à Lyon 5 ans auparavant, tandis que Pierrick Capel, effectivement, avec Quevilly, Pierrick, il a été sur le terrain et il était sur la feuille de match d'Angers lorsque Angers s'est incliné. On va terminer avec un peu un coup de cœur en 2 temps pour la Coupe du Monde qui s'annonce. C'est pas sur la Coupe du Monde, le coup de cœur. C'est plutôt pour évoquer d'abord Randal Colomani qui va pouvoir partir, l'ancien Nantais, grand joueur, maintenant aujourd'hui avec l'Eintracht Francfort. Alors autant lui, il va pouvoir y aller, et autant la politique sportive de la Fédération française de football fait en sorte que il n'y aura pas de brassard One Voice pour Hugo Lloris, tandis que Harry Kane, lui, va l'avoir. Voilà. Merci Jérémy, merci d'être passé. Et puis bon match dimanche contre la Châtaigneraie. Merci beaucoup.